Eh bien, bon mardi à tous, madame, messieurs. C'est la revue des grandes unes avec la presse déjà disponible en kiosque. Vous aurez l'occasion de le parcourir les tabloïds et être au parfum de l'actualité. La nouvelle expression parle de gestion du Covid-19. Jean-Michel Nietzsche, l'honorable, ne lâche pas Manaouda Malachi, c'est le docteur, le ministre de la Santé publique, le député du Vouri-Est, donc de Vouri-Est, vient de lever d'autres lièvres dans les marchés que le ministre de la Santé publique gère depuis l'environnement du coronavirus au Cameroun. Des révélations graves, comme le cas de ces centaines de maladies ou des malades fictifs, mais dont les frais de mise en quarantaine sont facturés aux contribuables camerounais. C'est à lire en page 3 du journal. Et parlant également du Covid-19, l'évolution de la pandémie en Afrique, même si son taux de mortalité reste faible par rapport aux autres régions dans le monde. Le continent vient donc de franchir la barre de 15 000 morts avec pratiquement 364 000 cas bien entendu enregistrés et 5 033 guéris. C'est le journal qui propose également le sujet ce matin. On parle du Nord-Ouest avec l'armée qui sécurise Babadjou Bamenda, 15 séparatistes parmi lesquels le général Okoro de Pining est neutralisé donc au cours d'une opération militaire de 5 jours. C'est le journal qui le dit en page 2. On parle également du recrutement des instituteurs. Professeur Maurice Kamto au secours des recalés. Le président national du mouvement pour la Renaissance du Cameroun revient sur cette actualité et qui agite d'ailleurs la communauté éducative et qui constitue aussi un gros caillou dans les souliers de la fonction publique camerounaise. C'est dans le journal en page 7 de ce matin. Le journal parle également de justice camerounaise. Mauvaise note pour les juges. On voit un volumineux document et donc en préparation pour étaler la légèreté même des magistrats dans le jugement de certaines grosses affaires de la République. Le récit d'une victime à découvrir en page 5 du journal ce matin. Et puis le quotidien Le Jour parle de prestations de serment avec des avocats atypiques au barreau du Cameroun avant d'embrasser bien notamment la nouvelle carrière et qui a démarré le 8 juillet dernier. Leur parcours sortent bien sûr de l'ordinaire avec notamment des cadres vigiles, professeurs de lycée, cadres de société, etc. Portrait des uns des autres à lire dans le journal Le Quotidien Le Jour de ce matin qui parle également de l'examen. 119 000 candidats à l'assaut du bac, c'est à lire dans le journal également ce matin. Mutation parle donc d'examen et coronavirus, l'équation de ces inconnus, c'est ce que le journal propose pour dire simplement que les épreuves écrites du baccalauréat, notamment de l'enseignement général, ont d'ailleurs débuté hier. Et bien entendu, comment le ministère des enseignements secondaires va-t-il donc relever le défi de la sécurité sanitaire? C'est le journal qui propose le sujet ce matin en page 7. Le journal a d'autres informations parlant de la frontière Cameroun-Guinée équatoriale, écho du dialogue à Malabo. C'est à lire également en page 5 du numéro disponible en kiosque ce matin. Le journal a d'autres informations aussi. Le Messager, pour sa part, parle de l'UPC, l'impossible réconciliation. C'est ce que le journal propose. L'héritage d'Augustin Frédéric Kodok, le regretté secrétaire général, continue donc de déchaîner bien entendu des passions. C'est ce que le journal propose ce matin. Le journal parle également de l'extrême nord avec le calvaire des déplacés de Boko Haram. Le journal s'intéresse donc à ces difficultés rencontrées par ces populations qui aujourd'hui veulent boire de l'eau potable et également manger quelque chose pour survivre. Ce sont là quelques difficultés rencontrées par ces derniers et évoquées par le journal Le Messager ce matin. Le Messager a d'autres informations aussi que je vous invite à lire. Repère parle de gouvernance avec notamment le TCS qui est donc au trousse du directeur général de l'ART à lire dans le journal. Le journal parle également des examens officiels 2020, mesures barrières et disponibilité du matériel, priorité donc du ministère des enseignements secondaires à lire dans le numéro de ce matin. Et puis Émergence parle bien sûr de gestion des fonds anti-Covid-19. 80 ONG demandent notamment des comptes. Il faut en lire la suite dans le numéro de ce matin. Parlant du coronavirus également, le secteur de la tomate à la dérive carrément. C'est là aussi l'autre volet, l'autre actualité traitée par le numéro de ce matin. Le journal Cameroun Tribune parle d'examen officiel. La session est lancée. C'est ce que propose le journal dans un dossier à lire de la page 14 à la page 15 et d'autres informations également ce matin dans le même journal. Tribune d'Afrique ne rate pas l'occasion de revenir également sur les fonds du Covid-19. Forte odeur des détournements au ministère de la Santé publique.
Les soupçons de surfacturation pèsent donc sur le ministre Malachi Manawuda dans la gestion du compte spécial destiné justement à la riposte de la pandémie du coronavirus au Cameroun. À lire même l'éditorial de Faustin Dikam également dans le journal en page 3 ce matin. Le même journal qui parle également du transport aérien vers la privatisation de Cameco. C'est un message, en tout cas, du secrétaire général de la présidence de la République adressé au Premier ministre pour notamment voir dans quelle mesure et quelle est la méthode, la stratégie à utiliser pour atteindre notamment la privatisation de Cameco et en présentant toutes les difficultés que rencontre la structure aujourd'hui. C'est dans le journal Tribune d'Afrique de ce matin. Et puis l'économie parle également de l'emploi jeune. L'OIT, l'Organisation internationale du travail, tire la sonnette d'alarme avec notamment les causes du Covid-19 également évoquées comme pour amener l'Organisation internationale du travail de trouver également d'autres méthodes et avec des jeunes diplômés aujourd'hui qui auront du mal à s'insérer dans la société. Et là, elle s'est engagée justement sur la voie de la construction d'un monde du travail meilleur après la crise sanitaire. C'est ce que le journal propose également ce matin. D'autres informations sont contenues dans le journal aussi. L'essentiel parle du port de Douala, Bonabéry, terminal gagnant. C'est le dossier également proposé par le tabloïd ce matin. Et puis le Popoli qui a un kiosque pas de loi sur les associations culturelles. Comment des musiciens ont été donc malaxés au MINAC. C'est le journal qui propose le dossier avec des caricatures. Également à lire dans le journal satirique de ce matin. Voilà ce que la presse parue à Douala, donc à notre rédaction précisément, propose comme actualité pour ceux qui auront la possibilité d'aller en kiosque. Vous aurez l'occasion de lire également et être parfum des informations. Bonjour Donald Brice Kamdara, bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à Camille. Je salue ce matin les habitants de Bonadi-Kombo dans le sud-ouest. Bonadi-Kombo, voilà, merci. Et merci d'être là. Bonjour Camille. Flavien Valondongo, bonjour. Bonjour en retour à qui avait à Donald Brice Kamdara. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Merci d'être là également ce mardi. Avec vous, nous allons faire le tour de quelques tabloïds avec notamment la question du Nord-Ouest. C'est en petite une du journal La Nouvelle Expression ce matin. Nord-Ouest, l'armée sécurise Babadjou, Bamenda, 15 séparatistes parmi lesquels Général Okoro de Pigny, neutralisé au cours d'une opération militaire de 5 jours. Oui, de toute façon, les radios et les télévisions et même les journaux de la presse écrite ne manquent pas de faire état de ce grand raid qui a duré pratiquement 15 jours, 5 jours, je veux dire 5 jours, qui a été mené sur le terrain par le colonel Matlan Charles, mais sous les ordres bien évidemment du général de brigade Nkavaler, qui depuis un certain temps on voit les actions sur le terrain, et cette fois-ci on a vu que le colonel Matlan et ses hommes ont patrouillé toute une zone qui vivait en toute insécurité depuis un certain temps, avec des braquages, des incendies, des attaques sur les camions, des maisons brûlées, toute une série de raquettes. Donc on a vu le butin ramassés par l'armée, des fusils, des bonbonnes, des téléphones portables servant à actionner des bombes artisanales, de la drogue bien évidemment, des munitions, un arsenal important et qui démontre que l'armée ne dort pas, ne se tourne pas les pouces, et que maintenant, d'ailleurs, le général Cavalier a affirmé que cet axe Babadjou-Bamenda, en passant par Pigny, est désormais sécurisé, au moins pour un bon bout de temps. Donc, on voit que l'armée ne se tourne pas des pouces de ce côté-là. Ça a été un vrai coup de bravoure sur lequel les militaires ne doivent pas dormir comme sur des lauriers, parce que les groupes armés continuent de sévir, sont toujours en brousse, et il faut absolument que les uns et les autres, surtout les populations, puissent mettre la main à la pâte pour au moins conduire à la neutralisation. D'accord. Alors, lorsqu'on parcourt l'article également ce matin, on peut observer aussi et constater d'ailleurs que c'est un axe qui a toutes les difficultés, qui connaît toutes les difficultés du monde. Vous avez vu d'ailleurs dans le reportage présenté par Equinox Télévision l'état de la route, qui parle notamment pour ceux qui empruntent l'axe Bafoussam-Bamenda, difficile justement de circuler à cet endroit aussi. L'axe Babadjou-Bamenda est un axe stratégique, et c'est en raison de ce que vous avez rappelé, à savoir que c'est un axe routier qui dessert deux régions, la région de l'ouest et la région du nord-ouest. C'est extrêmement important cet axe, aussi parce que le contexte sécuritaire étant difficile.
dans le nord-ouest précisément, il serait complètement maladroit pour le gouvernement de laisser un axe comme celui-là qui pourrait être un terrain d'expérimentation de toutes sortes d'attaques des groupes armés qui pilulent dans cette partie du pays. C'est un chantier qui a été lancé depuis 2016 et qui piétine. Equinox Télévision a rendu compte de l'état boueux dans lequel se trouve ce tronçon routier-là, qui est un tronçon dont les travaux sont pilotés par le ministère des Travaux publics. Le ministre Nganou Djoumessi a eu une réunion après ce reportage d'Equinox Télévision avec les députés qui sont issus de la région du Nord-Ouest pour segmenter et départager les différents tronçons des quelques 400 km de ce axe entre un total de 4 entreprises qui devraient chacune gérer un lot pour accélérer les travaux. On attend bien de voir ce que tout cela donnera. Et en même temps, vous l'avez évoqué d'ailleurs, c'est un terrain d'essai pour des sans-foi-ni-loi. Ils trouvent donc cette occasion pour mener des exactions, en tout cas dans cette partie. Mais seulement, l'action de l'armée a permis à ce que ces gens soient donc traqués, avec également un butin qui est intéressant. La nouvelle expression a d'ailleurs proposer un sujet en page 2, vous aurez l'occasion de lire également. Le journal aussi revient sur la gestion du Covid-19. Jean-Michel Niché qui ne lâche pas Malachi Manaouda. Oui, le député Jean-Michel Niché depuis quelques semaines a entamé une campagne de communication et de dénonciation, c'est ainsi qu'il faut l'appeler, de la gestion des fonds, notamment liés à la lutte contre le coronavirus. L'élu du SDF a indexé des cas de surfacturation, des cas de surestimation à la fois des malades, mais également des tests de Covid. Les locations très onéreuses des toilettes, notamment ici à Douala, le cadre du stade Mbappé-Lépé, où cela coûterait environ 100 millions à la fin du mois aux contribuables. Tout cela sont des éléments d'incrimination qui sont formulés par le député. Le ministre Manaouda Malachi a, dans une sortie vendredi, tenu à répondre au point par point sur les récriminations qui sont faites. Mais disons de façon globale que, au-delà de ces récriminations, il faut aujourd'hui que il faut un audit sur la gestion des fonds du Covid. Il y a beaucoup d'informations controversées qui sont en circulation. Il y a le cas de cette entreprise au nom de Écran Midlife Medical qui aurait l'exclusivité des tests et des équipements de lutte contre le coronavirus. Comment est-ce que ces marchés-là ont été passés? Est-ce qu'il n'y a pas de clientélisme là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas de détournement de fonds publics dans la passation de ces marchés? Lorsqu'on fait ces interrogations, lorsqu'on émet ces interrogations et ces réserves, c'est pour demander de la transparence. Vous vous souvenez du scandale des chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations, où à l'époque, certains avaient tenté de défendre l'indéfendable. À la fin, on s'est rendu compte que on avait dépensé plus de 1000 milliards de francs CFA dans des rétrocommissions, des surfacturations, des camions de sable qui coûtaient 500 000 francs CFA, ainsi de suite. Donc, dans un pays qui est soucieux, dont les dirigeants sont soucieux de la transparence, dans la gouvernance, dans la gestion des affaires publiques, ce n'est même pas le ministre de la Santé publique qui devrait sortir, c'est le Premier ministre qui devrait sortir et faire le point sur la façon dont la lutte contre le coronavirus est menée, les fonds qui sont collectés, les dons qui sont faits, comment est-ce que tout cela est géré pour assurer l'opinion publique. En tout cas, ce sont là quelques éléments, mais seulement la nouvelle expression n'est pas le seul journal à avoir évoqué le cas ce matin. Il y a Tribune d'Afrique qui parle de forte odeur de détournement au ministère de la Santé publique. Oui, vous savez, depuis que les journaux sont sur la piste d'éventuelles surfacturations et d'éventuelles fuites d'argent dans le Covid, dans la stratégie de riposte contre le Covid. On attend de voir. Bon, on a entendu le ministre Manaouda répondre il y a quelques jours, mais toujours est-il que Jean-Michel Niché, par exemple, lui qui va droit au fond, droit au but, qui parle même de surfacturation, de factures de prise en charge de certains malades. Je pense que tout cela demande qu'il y ait véritablement une attention particulière qui soit justement attirée, qui soit vraiment qui pèse sur ces milliards qui sont mis en branle depuis un certain temps. Et vous savez très bien que quand il y a beaucoup d'argent en marche, il y a aussi beaucoup d'appétit. Donald Brice vient de parler des milliards qui ont été brûlés pour la
la Coupe d'Afrique des Nations, les journaux ont parlé, les journaux ont produit des documents même qui étaient tout simplement accablants, qui étaient ahurissants, mais on a vu que rien n'a été fait. Il n'y a pas eu de descente de faute, il n'y a eu aucune sanction. Il y a même eu des responsables qui ont été tout simplement promus. Donc aujourd'hui, on se demande est-ce que ces accusations contre la gestion qui semble ne pas être opaque, parce qu'on ne peut pas être affirmatif, parce que le député Jean-Michel Nithieu, dont on sait la pugnacité justement dans la recherche de certains travers, il faudrait bien qu'il prenne ces preuves. Et si ces preuves sont avérées, ce serait vraiment très grave. Et moi, je pense que dans cette affaire-là, il faudrait que des têtes tombent. Mais jusqu'à présent, le ministre Manaou Damalasi, on le voit s'agiter énormément, de déployer énormément d'énergie pour essayer d'accomplir les missions qui lui ont été données. Mais ces missions ne sont pas faciles dans un environnement où il peut y avoir des pièges partout. Donc, cette suspicion de fraude et de surfacturation sont là et pèsent. On attend bien de voir ce que ça va donner. En tout cas, la presse, la nouvelle expression qui revient dessus, bien entendu, Tribune d'Afrique, qui parle de forte odeur de détournement au ministère de la Santé publique. Oui, ce n'est pas que le ministère de la Santé publique qui est visé. Je vois que beaucoup de gens se battent pour défendre le ministère de la Santé publique. Je rappelle que le ministère reçoit par exemple des ordres qui viennent de la présidence, du Premier ministère. Et donc, c'est l'ensemble de l'appareil d'État, en tout cas un bon nombre des pans de l'appareil d'État. Il y a tout un comité qui a été créé de toute façon pour gérer pour gérer cela. La riposte. Voilà. Il y a beaucoup de ramifications, même au ministère des Finances, qui font que la gestion de ce coronavirus n'est pas un long fleuve tranquille. Il est important que ces interrogations qui sont formulées puissent trouver des interrogations si l'on veut faire sérieux dans cette pandémie et ne pas donner l'impression que on s'enrichit sur le dos des malades. Alors, à ce titre également, il y a 80 ONG, c'est Émergence qui le dit, 80 ONG qui demandent des comptes aussi. Donc, un peu associer tout cela dans le même panier ce matin, donc parlant de la gestion du Covid-19 au Cameroun. Alors, le journal parle également de la justice camerounaise, mauvaise note pour les juges. C'est l'un des titres également que le journal propose, parlant de ce volumineux document qui est donc en préparation pour étaler la légèreté même des magistrats dans le jugement de certains dossiers, certaines grosses affaires de la République. Je ne sais pas si cette légèreté va être plus étalée qu'elle l'a toujours été, parce que on a vu, du moins pour les journalistes qui fréquentent les cours des tribunaux, on a vu à quel point les bons nombres de magistrats rendent des jugements iniques, rendent des jugements incompréhensibles, rendent des jugements à la limite magique. On voit dans cette affaire que c'est un collectif d'universitaires qui s'est saisi d'un cas patent, le cas de Jean-Simon Gouan, qui était directeur financier du chantier naval, qui tout simplement pour qu'une commission d'enquête interne a sorti 12 chèques qui ont été sortis comme ça et qui font un total de 127 millions de francs. On l'a condamné à la prison à vie, alors que c'était dans le cadre de ses obligations tout à fait ordinaires, parce qu'il a signé des milliers de chèques. Mais il est difficile de comprendre qu'effectivement, ce soit uniquement 12 chèques. D'ailleurs, signés et contresignés par le directeur du chantier naval, qu'il ait pu écoper d'une peine d'emprisonnement à vie. Et il raconte comment, depuis 2012, il est en prison. Il a été condamné à vie, mais maintenant il s'est pourvu en cassation et la Cour suprême ne daigne pas répondre à sa doléance. Par contre, cela démontre, et c'est pour cela qu'au moment de cette nouvelle composition du Conseil supérieur de la magistrature, il faudrait bien qu'on commence les gens commencent à se demander, mais à quoi sert ce Conseil? Est-ce que ce Conseil a même l'œil sur les activités de ces magistrats, sur les actions de ces magistrats et sur le mauvais rôle c'est la mauvaise décision que ce Conseil prend. On a vu il y a quelques jours dans le journal Le Messager, dans un droit de réponse adressé par le ministre d'État Marafa Miduaya, comment il a démontré comment, sur la base d'aucune preuve matérielle, et il a été condamné à une lourde peine de prison pour complicité intellectuelle, parce qu'on n'a pas pu établir la complicité même matérielle. Donc, en tout cas, la nouvelle expression revient ce matin, parle de mauvaise note, en tout cas. C'est mauvaise note, justement. Effectivement, les journalistes reviennent là-dessus et passent au crible un certain nombre de jugements, et même la plupart de ces jugements, face à l'iniquité de ces décisions-là, les victimes
se sont même souvent adressés comment est-ce qu'on appelle ça, à la commission spéciale des Nations Unies chargée d'examiner les jugements, les mauvais jugements, le groupe de travail des Nations Unies, que beaucoup ont saisi. Et d'ailleurs, quand ce groupe de travail est saisi, ce groupe de travail saisit l'État du Cameroun pour lui demander, bon, monsieur, la détention arbitraire. La détention arbitraire, ce monsieur a été condamné, mais voici les éléments qui démontrent qu'il n'a rien fait. L'État du Cameroun, comme dans le cas Mahafam Amidjouher, n'a pas répondu. Et voilà donc les universitaires qui sont en train de ressortir ce dossier, et des dossiers comme cela, il y en a beaucoup dans nos prisons. Donc, alors, Donald Brice, sur la question, sur cet article de la Nouvelle Expression, parlant de justice camerounaise, mauvaise note pour les juges. Oui, c'est intéressant cet article qui relaie quelques éléments de contenu d'un document de 1000 pages qui est en préparation et qui sera publié par des universitaires qui ont sillonné les tribunaux du nord au sud, de l'est à l'ouest pour toucher la réalité de la justice camerounaise. La justice camerounaise qui n'est pas hors du Cameroun, elle se déploie dans un environnement qui est le nôtre, un environnement fortement gangréné par la corruption, avec des facteurs qui sont nombreux, parmi lesquels Camille a commencé à évoquer notamment la longévité de certains magistrats, des juges à des postes. Vous avez des magistrats qui sont à 10 ans, 15 ans, 20 ans à leur poste de service, et à un moment donné, il est fort probable qu'ils se comportent comme des gens qui ont le titre foncier de ce poste-là. Et donc, tout cela, la CONAC l'a dit dans un récent rapport, le fait que les magistrats mettent 10 ans, 15 ans à des postes alimente et nourrit la corruption. Les propositions ont été faites à cet effet-là. Quelqu'un disait cultive la corruption. Et adressées justement à qui de droit, je parle du chef de l'État, mais également ça questionne également l'indépendance de notre justice, une justice qui, comme vous le savez, présidée au plus haut sommet par le chef de l'État, qui est le patron de la magistrature. Ce n'est pas une réalité camerounaise, certes, mais si dans les pays comme la France, le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le patron de l'exécutif, il n'a pas les pouvoirs presque de vie ou de mort, entre guillemets, sur les magistrats. Il y a des marges de manœuvre qui sont laissées aux juges et aux magistrats de pouvoir décider en âme et conscience. La justice est le dernier rempart de la société. Lorsque tous les autres pans de la société ne fonctionnent plus, c'est la justice qui assure finalement et en dernier ressort l'arbitre et apaise les cœurs et rétablit ceux qui peuvent à un moment donné ou à un autre voir leurs droits violés, être rétablis dans leurs droits. Alors, c'est pour ça, Donald Brice, qu'il y a des gens qui n'en finissent pas de grincer des dents sur le rapport incestueux entre l'exécutif et le judiciaire, qui devrait normalement être étanche. C'est-à-dire que les rapports devraient être complètement étanches, mais on voit effectivement, comme vous venez de dire, et comme c'est le cas, le président de la République et le chef de l'exécutif qui préside le Conseil supérieur de la magistrature qui relève du judiciaire. Alors vous vous rendez bien compte que quand les deux sont liés, ou bien quand il y a un lien de verticalité, ça devient difficile à gérer. Or, il y a des cas où on a entendu, on a vu que des décisions, des instructions ont été données en haut lieu pour qu'on condamne telle personne à telle peine. Ça a été écrit dans les journaux. Évidemment, ça n'a pas empêché la condamnation, mais effectivement, il faudrait bien que le Cameroun évolue et qu'il y ait effectivement une étanchéité entre le judiciaire, l'exécutif et le législatif. Alors, c'est en page 5 de la Nouvelle Expression ce matin, parlant de justice camerounaise, mauvaise note pour les juges. C'est ce que vous aurez à lire dans le numéro. Alors, le quotidien Le Jour parle donc de prestations de serment avec les avocats atypiques au barreau, ceux qui étaient avant d'arriver là, soit enseignants de lycée, soit, bien entendu, sont devenus quelque part, ont travaillé comme vigiles et d'autres parce qu'ils attendaient justement ces résultats, ces moments-là. Aujourd'hui, ils ont prêté serment et ils sont devenus des vrais avocats. Oui, c'est le journal qui propose également, qui a mené toute l'enquête c'est aussi pour présenter ces derniers. Une particularité camerounaise, c'est-à-dire que le concours d'entrée, l'examen de fin de stage, à l'avocature, voilà, comme on l'appelle, est censé se tenir chaque année. Mais au Cameroun, la périodicité qui est non écrite, c'est souvent 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et donc, ça fait que ceux qui sont sortis, ceux qui sont censés entrer dans l'avocature attendent parfois des années et donc sont souvent ainsi mis en difficulté. Mais ça aussi, on parlait de la justice tout à l'heure, les avocats sont des acteurs clés
du système judiciaire camerounais, comme dans tous les États du monde entier. Il y a aujourd'hui, ils sont environ 4000 qui sont inscrits au barreau du Cameroun. C'est peu pour une population de 25 millions aujourd'hui et un peu plus peut-être des populations du nord au sud, de l'est à l'ouest. Est-ce que les Camerounais ont accès aux avocats? Certainement pas. On les retrouve de plus souvent concentrés dans les villes comme Douala et Yaoundé, alors que aussi Kousseuri à l'extrême nord a besoin d'avocats. Le fait que le concours, le fait que l'examen de fin d'État, même lorsqu'il se tient, que les choses ne se fassent pas de façon régulière, handicape la qualité de la justice. Non, on en parlait tout à l'heure. Alors, Kaminele, ce sont des gars qui ont fait des tours ailleurs avant. Je n'ai pas trop bien compris cet article, que je n'ai pas lu. Il est parvenu sur notre plateau sous forme générique, mais il me semble que pour qu'un avocat puisse prêter serment, il faut d'abord qu'il fasse un stage dans un cabinet d'avocat. Je vois mal comment quelqu'un peut être stagiaire dans un cabinet d'avocat et être benskidman en même temps. C'est assez difficile. Bon, si dans une autre vie, c'est-à-dire au moment où il était encore en train de faire ses études de droit, ou pour obtenir sa licence, il a fait le benskin, oui, ça peut être compréhensible. Mais au moins, ce que l'on sait, c'est que tous ces jeunes qui viennent de prêter serment ont d'abord travaillé, ont fait un stage dans des cabinets d'avocats. Après le stage, ils ne prêtent pas directement serment. Je dis qu'après le stage, c'est pendant le stage que c'est à la sortie du stage et au moment où le concours est lancé qu'ils prêtent serment, qu'ils font l'examen de la capacité, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat qu'on appelle le CAPA. Donc c'est à l'issue de leur stage. Bon, je vois mal comment pendant le stage dans un cabinet ils peuvent être benskin. Bon, enseignant peut-être ça peut se comprendre parce qu'il peut bien voler quelques heures pour aller enseigner, mais mototaximan, bon, ça me semble un peu difficile. Mais une chose est certaine, c'est que... En tout cas, le reporter du quotidien Le Jour a dû rencontrer quelques-uns. C'est pour cela que je dis que c'est des cas assez atypiques et assez curieux. On aimerait bien voir comment ce gars a pu faire la moto pendant qu'il était dans un cabinet d'avocats. Mais on n'est pas là pour discuter de cela. Mais ce qui est certain, c'est qu'on constate qu'il y a une nouvelle cuvée de jeunes avocats, d'ailleurs baptisés sous le nom du bâtonnier Bernard Mouna, qui viennent de faire leur entrée dans la grande famille du barreau, mais une grande famille du barreau qui s'agrandit énormément et qui devient de plus en plus difficile à gérer. Et depuis longtemps, il y a des avocats qui ont demandé que le Cameroun soit éclaté en plusieurs barreaux, comme ça se fait dans tous les pays du monde entier. C'est-à-dire qu'au moins 3, 4, 5 barreaux. Bon, il n'y a qu'un seul barreau pour plus de 2000 avocats ou 3000 avocats au Cameroun aujourd'hui, ce qui est assez difficile. Donc, avec ces nouveaux jeunes qui viennent d'arriver aussi, qui prennent maintenant, qui ont de plein pied dans la profession, il y a des défis. Il y a des défis, mais parmi ces défis, ils ont des devoirs, ils ont des obligations, et surtout, ils ont l'obligation de la qualité. Parce que quand on voit parfois comment certains avocats eux-mêmes se comportent, il y a des avocats qui ne respectent pas les règles de la procédure, surtout les jeunes avocats. Alors, ok, on va laisser le soin au lecteur d'aller lire ce que le quotidien Le Jour a proposé comme traitement, ce sujet, parlant d'avocats atypiques au barreau, ceux qui ont prêté serment il y a quelques jours simplement, c'était le 8 juillet dernier. C'est à lire dans le journal ce matin. Alors, autre chose également à lire dans la presse, il y a Mutation qui parle également et coronavirus, l'équation et ses inconnus, c'est le titre proposé par le journal. Oui, Mutation constate ce matin que la session des examens officiels est ouverte avec tout ce que cela implique. Nous sommes dans un contexte de coronavirus. Ils sont environ 120 000 qui abordent ce matin précisément les épreuves écrites du baccalauréat de l'enseignement secondaire général à travers le territoire national. C'est un contexte de pandémie. Le ministère des enseignements secondaires a instruit 24 candidats par salle. Cela demande plus de surveillants, cela demande plus de salles de classe. Plus d'espace, oui. Voilà. S'il faut par exemple un par banc, il faut un nombre plus important de salles de classe. Mais également l'équipe de protection, les masques, les thermoflash, les gels hydroalcooliques que les établissements ont dans les centres urbains, mais dans l'arrière-pays, il y a souvent des difficultés à avoir accès, ne serait-ce qu'à de l'eau potable. Ce sont ces défis-là que le ministère devrait pouvoir gérer. Nous sommes en période d'examen. Il y a des contacts qui vont être importants entre les surveillants, les chargés de mission, les candidats. Si ces contacts-là sont très importants, il est
évident que les risques de contamination peuvent être importants. Mais les kits qui ont été mis en œuvre, est-ce qu'ils vont permettre de rassurer la communauté éducative? On a fait le reproche à l'État de n'avoir pas été suffisamment responsable en privilégiant les couches spécifiques comme les élèves, en distribuant de façon constante les masques de protection, les kits barrières à la communauté éducative. On en est là avec ces amendements qui commencent aujourd'hui. Alors, ce titre d'équation et ses inconnus de mutation, ce matin, c'est pour parler justement de des examens officiels et bien entendu du coronavirus avec les conditions, des mesures qui ont été prises pour contrecarrer la contamination sur le terrain et surtout pendant la passation des documents entre encadreurs et candidats. Vous savez, au moment où le coronavirus est entré en force dans notre pays, il y en a même qui étaient en train de se dire qu'il n'y aura même pas d'examen à la fin de l'année. On a envisagé sérieusement à renvoyer les examens, à aboutir à une année blanche. Bon, moi je pense que de manière courageuse et de manière déterminée, le gouvernement de la République a opté pour la tenue des examens et on se retrouve effectivement aujourd'hui. Donc, moi je pense que ce titre de l'équation aujourd'hui, de mutation, je veux dire, ce titre de mutation, traduit les quelques interrogations qui demeurent malgré effectivement cet aboutissement de la décision du gouvernement de maintenir les examens. Et bon, on verra bien si les craintes émises par-ci par-là avaient été justifiées ou alors si effectivement toutes ces mesures ont permis de réaliser des examens de façon fiable et de façon acceptable. D'accord. Alors je vous invite à lire également la une de Le Messager, UPC, l'impossible réconciliation. C'est un article également à lire dans le journal ce matin et dans la nouvelle expression, Donald Bliss, on revient sur le recrutement des instituteurs. Le professeur Maurice Kamtoki vole le secours de ses récalés. Vous souhaitez que je commande quel sujet, le dernier? Le dernier, parce que nous sortons bientôt de l'émission. Bon, j'aurais souhaité parler de l'UPC, puisque c'est politique, mais je vais dire aussi également sur ce recrutement. Il y a le Cameroun engagé depuis quelques années un recrutement d'une vague d'environ 9000 enseignants, je crois sur 3 ans. Il y a une vague de 3000 qui est en cours de recrutement. Il y a des critères qui ont été édictés par le ministère de l'Éducation de base, puisque là nous sommes dans l'enseignement primaire, nous sommes dans l'éducation de base. Ces critères, c'est notamment l'ancienneté du quatrième, mais également l'âge. Il se trouve que le ministre Etou Dingwa, qui a souvent fait preuve de beaucoup de rigueur, manifestement dans ce cas-là a failli, puisqu'on voit qu'il y a des candidats qui ont récemment eu leur quatrième qui ont été recrutés. C'est ce que dénoncent ces enseignants et c'est ce que dénonce également la MRC. D'accord. Le secteur éducatif est un secteur clé dans la vie de toutes les nations et il est important qu'on en fasse une priorité. Camille, nous sortons. Vous avez le choix entre le Messager et bien sûr. Oui, évidemment, le Messager. La fin de l'émission. Le Messager, parce que effectivement, le Messager pose une question. Est-ce que il peut pas y avoir effectivement une union un jour? Parce que ce parti qui s'appelle Union des populations du Cameroun n'a jamais été uni en réalité. Lui-même, il a été créé pratiquement sous le sol des problèmes. Parce que merci. Nous sortons de l'émission. Il est l'heure. Alors, Donald, nous n'allons pas. Sur l'UPC, il faut dire que Flavien, l'UPC, c'est un cas atypique justement du manichéisme de certains acteurs. Il est important que l'on D'accord. Allez, merci. Merci à vous. À demain, 9h20. C'est la fin de cette autre édition d'Armée des Grandes Unes.